Mongo Betty. Trop de soleil tue l'amour. Roman. Édition Julliard, 1999. Chapitre 1. Comme souvent, entre l'homme et la femme, la matinée avait été un moment de complicité délicieuse, ponctué d'effleurements faussement fortuits, d'agaceries furtives dissimulées sous des plaisanteries apparemment insignifiantes. Tout s'était gâté en fin d'après-midi, alors que, revenue des nombreuses courses que lui demandait rituellement le journal, Élisabeth avait trouvé Zam occupée à rédiger un message fax, et sans conteste, dans l'état qui lui plaisait le moins. En une telle circonstance, elle s'enfermait habituellement dans l'isolement et le mutisme. Comment vais-je tourner la chose se disait justement Zam en rédigeant son fax, tout à fait inconscient du danger, et en pestant comme un charretier. Bébête, elle, pensait, comme un ivrogne, un vieil ivrogne. C'est vrai que Zam se défendait de plus en plus mal d'emprunter son langage détestable à son ami Eddy, et c'était l'un de ses drames du moment entre tant d'autres, parce que, quand on y regarde de près, c'est affolant de constater à quel point un travers peut devenir contagieux. Il se disait par exemple, oui, comment vais-je bien tourner ça? Pas de doute, c'est un pote, mais il ne faudrait quand même pas qu'il en vienne à se demander, à juste titre, si je ne suis pas en train de déménager. Lui qui m'a toujours pris pour un homme équilibré, sérieux, responsable et tout ça. Chacun a son image à défendre, pas vrai? C'est vrai ça. On ne pète pas les plombs parce que des petits voleurs de poules vous ont soulagé d'une centaine de CD de jazz. Bon sang, c'est pourtant ce qui m'arrive. Oui, je suis d'accord, c'était la crème, le dessus du panier, le gotha, parfaitement. Attends un peu, attends que je me rappelle. Il y avait là-dedans, je cite au hasard et en vrac, Charlie Christian dans From Swing to Bop. Quand on n'a pas entendu ça dans sa vie, mon petit père, comme a coutume de dire Eddie, c'est comme si on n'avait pas vécu. Il y avait Armstrong dans son plus génial On the Sunny Side of the Street. Illinois Jacket dans son légendaire solo de Flying Home, le Duke dans un historique It Don't Mean a Thing, avec Ivy Anderson, bien sûr Parker dans Parker's Mood et A Night in Tunisia, notamment. Le Count au moins dans 3 Tickle Toe différents. Et c'était tellement captivant de les comparer et de découvrir ainsi l'histoire de cet orchestre et même l'histoire du jazz. Buddy Tate dans un Mac the Knife tout à fait inattendu. Les Four Brothers dans Early Autumn. Johnny Garnieri au mieux de sa forme dans Autumn Leaves. Lady Day dans le Traveling All Alone de ses débuts, alors qu'elle n'était encore qu'une môme. Clifford Brown dans Jordu, évidemment, avec Max Roach, Sonny Rollins dans Saint Thomas. Un truc qui n'est peut-être pas du jazz pur jus, moitié calypso, moitié blues, mais dont je raffolais. J'allais oublier, hélas, Catan dans Take the A-Train, étourdissant. Il y avait bien sûr Bessie Smith, John Coltrane, Stan Getz, Dizzy, Miles Davis, Charles Mingus, Art Blakey avec ses inoubliables et successifs Messengers, etc., etc. J'en oublie, ô combien. À l'aune du souvenir et du plaisir, il y en avait pour des millions. Il y avait surtout Joe King Oliver dans son Deeper Mouth Blues, sorte de Big Bang musical. Il y avait même le praise. Excusez du peu, le praise, c'est comme si Picasso avait été musicien de jazz. C'est un peu dommage qu'il ne l'ait pas été. Mais que voulez-vous, le jazz, c'est comme partout, rien n'est parfait. C'est tout cela, c'est en somme ma jeunesse que je viens de perdre, d'un seul coup, en un seul jour. Je suis dépossédé de ma jeunesse, à mon âge. Étonnez-vous que je pète les plombs. Certes, mais ici personne n'irait faire un drame d'un cambriolage, jazz ou pas. Dans un autre pays, je ne dis pas. Ça serait l'Helvétie, par exemple, ou Liechtenstein, ou l'Islande. Enfin quoi, l'un de ces pays bénis des dieux, peut-être imaginaires d'ailleurs, où le peuple choisit librement ses dirigeants tandis que les forces de l'ordre protègent le citoyen. La seule monstruosité de l'acte ameuterait les voisins. Nous irions en cortège protester à l'hôtel de ville. La police nationale, la maréchaussée, mêlée aux organisations de défense des droits de l'homme et du consommateur serait sur les dents. J'exagère à peine. Mais chez nous, tu parles. Les escadrons de la mort sévissent impunément de notoriété publique. Un grand savant, futur prix Nobel peut-être, est assassiné presque dans l'indifférence, après bien d'autres victimes, y compris de paisibles ecclésiastiques étrangers. Alors une centaine de CD de jazz. Voilà ce que se disait Zam tout en rédigeant un fax. Et il poursuivit ainsi. Je vais tâcher d'y mettre un peu d'humour. Si tu ne mets pas un peu d'humour ici dans la sauce quotidienne, comment feras-tu pour survivre, mon petit père? Oui, comment vais-je lui tourner la chose? Voyons voir. Cher vieux, est-ce qu'il t'arrive par les temps qui courent d'aller bagnoder du côté d'un supermarché, rayon musique, sous-rayon CD de jazz, si tu vois ce que je veux dire? Oui? Merveilleux. La prochaine fois que tu te surprends dans ces parages, regarde les Lester Young Teddy Wilson. Il y en a un avec une liste d'enregistrements commençant par All of Me, comportant aussi 3 pages plus bas Just You, Just Me. J'ai malheureusement oublié le label, mais avec ces indications tu devrais trouver. Expédie-moi ça par le premier copain qui prend l'avion à Roissy. Tu m'auras sauvé la vie. Je suis ô combien accro du président comme tu sais, et ça fait des semaines que je suis privé de ma drogue. Je suis très mal dans ma peau, vieux.
Ça ne va pas du tout, mais alors pas du tout. Des petits malfrats ont vidé ma tôle en mon absence. Nettoyage par le vide, ratiboisé, comme dirait Chester Himes s'il était encore de ce monde. C'est terrible. Dans ce pays maudit, privé de ma dose, tu ne peux pas imaginer ma souffrance. Ainsi écrivait Zamakwe à un ami lointain pour tenter de compenser une frustration réelle, mais un peu aussi pour faire diversion à l'angoisse qu'il taraudait, ainsi que bien des habitants de la ville depuis quelques semaines. Quand la nouvelle de la mort de Maurice Mzilikazi était tombée, et compte tenu des circonstances insolites qui l'avaient entouré, Zamakwe s'était tout de suite figuré, et il n'était pas le seul parmi ses concitoyens, que le grand savant s'était suicidé, tellement l'affaire semblait absurde. Depuis lors, il n'avait pu approfondir sa réflexion sur ce consternant événement. Il se produisait toujours quelque incident qui l'en empêchait. C'est du moins ainsi qu'il justifiait cette carence. Il éludait peut-être aussi subconsciemment cette préoccupation par veulerie, à moins que le courage du raisonnement méthodique ne lui eût été ôté, parce que les poètes ont appelé la plus vieille maladie du monde, la prostitution en étant le plus vieux métier, dont les crises revenaient maintenant à intervalles de plus en plus brefs sous forme d'effroyables convulsions imprécatoires qu'il coupait un peu plus de la réalité chaque jour. C'est vrai que, à première vue, le suicide ne rimait à rien en l'occurrence. Comme hypothèse, c'était un peu n'importe quoi, mais ça plaisait, ça faisait, comme on dit, son petit bonhomme de chemin dans certains esprits. Et pour cause. D'abord, ici, rien ne rime jamais à rien. Est-ce que l'on imagine un pays constamment en proie aux convulsions sociales, ethniques et politiques, sous-développé de surcroît, où le chef de l'État peut s'octroyer 6 grandes semaines de villégiature à l'étranger? Comment se représenter sérieusement que, dans certains quartiers de cette ville, même notre capitale, qui n'abrite pas le moins d'1 million d'habitants, l'éclairage public s'allume le jour mais s'éteint la nuit venue? Et que dire de la coupure d'eau du mois dernier? Totale et universelle, pas une goutte du précieux liquide pour les nouveau-nés des hôpitaux et d'ailleurs, rien pour les maisons individuelles où les déjections humaines s'accumulaient et mijotèrent 30 jours durant dans les cuves des toilettes des résidences bourgeoises, empoisonnant l'air respiré par nos pauvres bambins sans parler des parents. Pour qui arrive de l'extérieur, tout le monde chez nous marche un peu sur la tête. Nos rues ne grouillent-elles pas de fous de tous âges? C'est peut-être ça qui explique la condescendance des étrangers à notre égard. Oui, je te vois venir, vieux, continuait Zam. Tu veux du donnant-donnant, que je te rencarde sur ce qui se passe ici. Les exilés se figurent toujours qu'il se passe des trucs au pays. Eh bien, à part la mort étrange du père Mzilikazi, rien. Ok, je veux bien essayer de satisfaire ton fantasme, si cela suffit pour que tu m'envoies le CD du presse. Si j'ai bonne mémoire, tu as séjourné un mois à Libreville récemment, n'est-ce pas? À l'occasion d'un séminaire économique organisé par l'Union européenne ou quelque chose dans le genre. Eh bien, tu sais tout, et même le reste. Il suffit d'avoir vécu quelques semaines dans une république africaine francophone pour concevoir l'incroyable monotonie existentielle propre à ces pays. Ici, comme là-bas très certainement, c'est une atmosphère irréelle où, hormis le malheur, tout apparemment arrive ailleurs, à plusieurs années-lumière, y compris les manifestations de la vie la plus banale, comme les parutions de nouveaux livres, les lancements de nouveaux films, les mémorables péripéties politiques, sous forme d'élections municipales, législatives, présidentielles, de rentrées parlementaires. C'est comme si tout était étouffé par des milliards d'édredons disposés partout, dans les maisons, dans les rues, dans les établissements publics. Les journaux du monde civilisé, seule diversion au désespoir rampant, arrivent avec une semaine de retard. La télévision nationale ne mérite pas son nom, et le ciel pleure tout le temps, surtout au mois de juin, et gratifie alors sans arrêt les populations de ce paradis, d'une sorte de bruine à l'éclat mou, vaguement glaireux, pareil à un énorme crachat qui peine à se résoudre en averse quand il y réussit. Voilà, vieux, résumé en quelques phrases ce que nous vivons ici. Et crois-moi, ce n'est pas joisse. Ajoute-y le meurtre du père Mzilikadzi, quel sinistre tableau, n'est-ce pas? C'était justement au cours du mois de juin, par un temps très chaud, parfois brûlant, sous un ciel agité de nuages turbulents. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette affaire dit Zamakwe, comme à la cantonade, pensant évidemment au père Mzilikazi. Quelle affaire dit Élisabeth, appelée aussi Bébête, d'un air ailleurs, en femme que la politique laissait indifférente si elle ne l'agaçait pas. Leur dernière réconciliation datait de la veille. Comme chaque fois, elle avait semblé annoncer l'aurore d'une idylle émerveillée. Le lecteur de cassette placé entre ses pieds sous la table avait débité jusque-là des airs sans intérêt, de la variété occidentale le plus souvent. Tout à coup, il entonna un thème qui comptait parmi les musiques fétiches de Zam. C'était Deeper Mouse Blues par Joe King Oliver, égaré là on ne sait par quel miracle, comme un diamant au milieu de seringues et de préservatifs d'une poubelle de quartier chaud. C'est ce qu'il croyait étant un peu poète, malgré qu'il en eût, en réalité pour le consoler, s'il se pouvait, de la perte de ses CD, Eddie, son meilleur ami, se disant avocat, à la fois aventurier et collectionneur, un homme discret et secourable, avait dupliqué un vieux disque 33 tours. C'est pas vrai, articula à plusieurs reprises Zamakwe, secoué de spasmes de plaisir pendant que l'enregistrement se déroulait. Deeper Mouse Blues ici. Et par qui?
par le vieux Joking Oliver. N'arrive pas à y croire. Écoute ça, mon Elisabeth chérie, écoute, je t'en supplie. C'est historique. C'est pour ainsi dire la première fois qu'on a joué du vrai jazz. Tu écoutes? Écoutez quoi? Répliqua Bébête s'exaspérant. Il n'y a rien du tout, je n'aime pas ça. Et d'ailleurs, tu pues l'alcool. Zamakoué, que ses amis appelaient aussi Zam, éclata d'un rire qui sonnait comme un cri de désespoir. Ou il n'y a rien, ou tu n'aimes pas ça. Pas les deux à la fois. Je ne comprends rien du tout, maugréa la jeune femme dans sa langue maternelle. Je ne suis pas une intellectuelle, moi. Tu as tort. Intellectuel ou pas, tu as des cousins outre-Atlantique qui sont des gens merveilleux. Livrés sans recours à l'enfer des champs de coton, les esclaves noirs ont inventé cette musique-là, la plus belle du monde. Tu comprends ça, bébête? Yeah, ma Bissy. Eh bien, rends-toi utile au moins. Va me passer ce fax dans le bureau du patron. Zamakoué entama aussitôt un soliloque auquel devaient se livrer au même moment bien des intellectuels africains, rêvant d'épopée et d'émancipation définitive en cette année 1996, 2 ans après le génocide rwandais, et qui commençait ainsi. Il n'y a pas de raison, si les nôtres ont fait ça en Amérique, que nous n'en fassions pas autant ici, peut-être mieux après tout, mais sur d'autres plans. Imaginez d'où ils partaient et contemplez où ils sont arrivés. Quelle merveilleuse et tragique aventure. Et à la fin de l'enregistrement, alors qu'Élisabeth était revenue, quelle bonne surprise quand même pour une fois, dit-il en se jetant à son cou pour couvrir son front de baisers. Elle restait impassible, roide, presque glaciale, comme si, se croyant munie depuis peu d'arguments quasi miraculeux, elle se retenait péniblement de régler un vieux compte, alors qu'elle possédait enfin les moyens d'écraser son adversaire dans une empoignade décisive. Entre eux, les caresses avaient toujours succédé aux coups et les coups aux caresses. Soudain, elle lança, en même temps qu'elle écartait sans aménité le visage de Zamakoué, « J'ai pari que tu es ivre. Quand tu prononces de gros mots comme ça sans raison, ça veut dire que tu as bu plus que de raison. Que je t'embrasse amoureusement pour fêter Deeper Mouse Blues, c'est tout l'effet que ça te fait. Et tu oses prétendre que c'est sans raison. Décidément, nous ne serons jamais sur la même longueur d'onde, toi et moi. C'est vraiment tout l'effet que te fait mon baiser, dis. Ça me fait quoi? Ce n'est pas vrai que tu as déjà beaucoup bu? Et pourquoi tu bois toujours? Dis, pourquoi tu bois toujours? Parce qu'il y a toujours une raison de boire, mon enfant. Et ici, chez nous, ma bébête, il y en aurait plutôt 1000. Bienheureux, ô vous qui jamais n'éprouvâtes le besoin de boire, car, en véritable innocent, vous irez droit au ciel, et vous vous assoirez avec les anachorètes et les séraphins à la droite du Père, comme disait... Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien que tu as bu. Tu veux mon avis, ma bébête? Le ciel, la droite du Père et tout ça, il faut croire que ça ne doit pas être tellement marrant. La contemplation éternelle de la perfection, d'accord, mais sans une goutte d'alcool. Très peu pour moi, merci, je déclare forfait. Elle ne l'écoutait plus, lui tournant ostensiblement le dos. Après bien des supplications, elle accepta d'assez mauvaise grâce de l'accompagner au restaurant comme il le lui demandait pour fêter ça, mais s'abstint de protester, contrairement à son habitude, quand il commanda en apéritif 2 whisky G&B successivement. C'est dégueulasse ce whisky, déclara-t-il ainsi qu'à l'accoutumée. Il me rend malade. Il s'attendait à ce qu'elle lui dise comme d'habitude, pourquoi le bois-tu alors? Il lui aurait alors répondu comme d'habitude, c'est le meilleur marché. Mais elle ne dialogua pas, mangea sur le pouce, regarda ailleurs. Il lui dit sans risque d'être entendu par des oreilles indiscrètes, car il s'était blotti à une table dissimulée dans une encoignure. Chérie, j'ai été très méchant avec toi hier soir, c'est vrai. Mais je t'aime tant. Et quand je suis méchant, c'est encore une façon de te dire que je t'aime. Tiens, tiens. Alors comme ça, quand tu me dis sale pute, c'est parce que tu m'aimes. S'insurgea-t-elle, outrée tout à coup, jaillissant d'un silence dédaigneux. Tu aimes les putes maintenant. C'est nouveau, ça. Ce n'est pas ce que tu disais hier soir, mais bien sûr, tu as déjà oublié. Tu disais, j'ai une sainte horreur des putes. Si j'avais su que tu étais une pute, quand je songe au nombre de types qui te sont passés dessus. Tu as oublié, comme chaque fois que tu as bu. Mais tu n'as rien d'une pute, c'est façon de parler. Et moi je suis un vieux con alors. Que de fois tu m'as traité de vieux con? Elle répliqua froidement en détachant chaque mot, et même chaque syllabe, à la stupéfaction de Zamakoué qui avait cru leur dernière querelle enterrée. Oui, tu es un vrai con et un sale ivrogne. Je regrette, mais tu es un vrai vieux con d'ivrogne. Regarde-toi un peu dans la glace. Tu es vieux comme c'est pas possible. Et tu n'arrêtes pas de boire. Je t'ai pourtant dit à plusieurs reprises d'arrêter. Je suis fatigué. Tu comprends? Fatigué, oui, fatigué. Un éclair de joie dont tu n'es pas la cause, un simple éclat de rire, et voilà une affreuse scène de jalousie, des insultes à conduire au suicide. Je suis fatigué. Tu comprends? Je suis fatigué. Un peu de paix, c'est tout ce que je te demande. Elle était peut-être secouée, elle aussi, de velléité de rupture. Qu'est-ce que tu fous là alors? Cracha Zamakoué, dans ses heures, rompant les écluses. Oui, finissons-en enfin. Pourquoi es-tu revenu? Je suis allé te chercher, moi. Dis, est-ce que c'est moi qui t'ai rappelé cette fois? Qu'est-ce que tu fous là, sale petite pute? Tu ne baisses pas pour avoir des sous, peut-être? Si ce n'est pas ça, une pute, tu vas me dire ce que c'est alors.
Tu es entré hier soir je ne sais comment dans ma tôle, tu t'es fourré dans mon plumard sans y être invité, et pour cause. Vraiment? Tu vieillis mal, monsieur. Je savais bien qu'il ne te restait plus grand-chose, mais là, tu perds tout, monsieur, même la mémoire. Je me suis fourré dans ton lit sans y être invité, vieux con. Vraiment? Oui. Et pourquoi me colles-tu aujourd'hui, espèce de sale poufiasse? Tu as besoin d'argent, c'est ça? Tu veux que je te donne mon fric, hein, triple salope? Je suis vieux, peut-être, mais mon fric est jeune, lui, et il t'intéresse, hein, connasse. Elle avait fini de manger, elle ne disait rien. Elle regardait résolument ailleurs. Elle attendait sans doute pour se convaincre d'avoir été chassée et s'en aller, qu'il lui ordonne, comme d'habitude, en conclusion de ses traditionnelles imprécations. Fous le camp, grosse conne, je ne veux plus te voir, triple salope, allez ouse, du balai, de l'air, les putes, ça pue. Il n'en fit rien. Au contraire, pour la première fois de leur liaison, il lui dit en baissant tout à coup la voix, sans la regarder. Tu sais quoi? Il y a des jours où je me dis pourquoi elle? Oui, pourquoi celle-ci et pas une autre? Alors je te détaille, j'examine tout, ta bouche, tes jambes, ta façon de marcher. Elle l'interrompt soudain en s'esclaffant et répliqua en français. Et les raisons du cœur, celles que la raison ne connaît pas. Elle eut un long rire de volupté tranquille, convulsif et silencieux comme un sanglot discret. Apparemment elle venait de tout pardonner, sous l'effet, il est vrai, du plus merveilleux compliment qu'un homme eût fait à une femme, à moins qu'elle n'eût d'autre raison de capituler ainsi en race campagne. Il pensa néanmoins, comme elle est vulgaire, une vraie pute, et comme je l'aime. Il faut croire que je suis très vulgaire moi-même. Comment ai-je pu me laisser piéger dans la nasse d'une pute? C'est vrai, plus vulgaire que moi. Pourquoi se le cacher? Je suis un type très vulgaire. On ne se refait pas. Il n'en fallut pas plus ce jour-là pour sceller leur millionième réconciliation. Il se rebiffait néanmoins secrètement à l'idée que cette liaison absurde, quelle qu'en fût jamais l'issue, menaçait de détruire ce qui lui restait d'existence. Mais est-ce que ce qui lui restait d'existence valait vraiment la peine? Il a souffert le martyre le lendemain. Le mauvais whisky, le Côte de Provence et la bière brune ingurgitée abondamment la veille au restaurant avaient composé dans son estomac une sorte de cocktail méphitique dont les miasmes remontaient dans ses narines et envahissaient sa bouche par bouffées. Il savait que ce supplice ne s'interromprait que quand il irait à la selle, et il guettait en vain les premiers signes de cette délivrance, en se promettant, comme chaque fois, de vivre cette nouvelle journée dans une parfaite abstinence. La croisée où le rideau avait été retroussé laissait entrer un jour cru. Élisabeth avait confisqué les trois quarts du lit pour s'y étaler, les bras en croix, les seins énormes écrasant le drap, les jambes écartées, les fesses à l'air, la respiration bruyante. Il était à la fois horrifié et subjugué par cette caricature hyperbolique de la féminité. Que lui était-il arrivé, se demandait-il, pour se retrouver depuis des mois dans le lit d'une pareille créature? Il se disait, que veux-tu qu'une jolie fille fasse ici, sauf de se prostituer de temps en temps pour survivre? Toutes les femmes ici en sont là, pauvre gamine. Mais il en fallait davantage pour calmer son remords et apaiser son dégoût. Dans le fait, il ne savait rien des antécédents de Bébête, hormis ce qui s'échappait par bribes au demeurant aléatoire et opaque de la conversation de la jeune femme, et c'est vrai qu'on pouvait se donner l'impression d'en apprendre un peu en l'écoutant patiemment jour après jour. Ainsi, au cours d'un échange à bâton rompu au début de leur liaison, alors qu'elle se laissait encore aller à des confidences comme elle l'eût fait avec une amie, l'avait-il entendu dire « Ah, j'ai horreur des messieurs qui me touchent le sexe ». À l'époque, il était pris de panique au soupçon de s'être épris d'une gigolette, car il aurait alors dû s'en séparer selon son éthique personnelle. Il se garda bien de lui demander dans quelles circonstances les incidents qu'elle évoquait avaient pu se produire. Une autre fois, elle lui avait dit « Je me sens si bien couché près de toi, au moins je suis sûr que tu seras encore là demain matin, avec les autres. » Cette fois, il avait voulu en savoir plus. Alors elle lui avait dit plaisamment « Est-ce que j'étais vierge quand tu m'as rencontré ?» L'aveu était ambigu. Zam s'en contenta, ou fit mine de s'en contenter. Mais déjà le verre était dans le fruit, comme dit la sagesse populaire. D'ailleurs, renonçant bientôt aux confidences, elle rentra dans sa coquille, ayant pris tout à coup conscience que ses abandons l'exposaient au blâme et au mépris. Il s'appuyait surtout pour l'étiqueter sur la manière dont il l'avait élevée, quasiment sans coup fait rire, comme il disait. Un doute lui venait même parfois sur la paternité de l'initiative de galanterie, et il tentait en vain de se remémorer comment il l'avait remarqué, et est-ce que ce n'était pas plutôt elle qui, après avoir jeté son dévolu sur ce bourgeois qui était peut-être fortuné, c'est une erreur que l'on commettait souvent sur son compte et qui s'expliquait par son dandysme intermittent, ou peut-être PTC, son patron lui avait-il prêté sa vieille Suzuki Vitara ce jour-là, l'aurait alors allumé de quelle façon? Toujours est-il qu'à peine lui avait-il fait signe, elle l'avait suivi dans un restaurant de la ville. Là, elle s'était gobergée sans retenue aucune, comme si elle avait été coutumière de cette situation. Chose curieuse et peut-être révélatrice d'un coup de foudre, dans la chambre d'hôtel, après avoir découvert qu'elle n'avait en effet rien d'une écolière, il ne s'était pas dit sacrée petite pute, comme il l'eût certainement fait avec une autre toute jeune fille, presque une adolescente. Mais
Y a-t-il au monde une aussi jolie gamine, plus belle que celle-là? Plus tard, elle a prétendu à plusieurs reprises que cette nuit-là, il lui fit cette étonnante déclaration. Je t'ai cherché si longtemps. Et comme elle ne comprenait pas, et pouvait-elle vraiment comprendre, il aurait rectifié ainsi sa déclaration. Je te cherche sans cesse depuis la mort de maman. Zam doutait d'avoir pu tenir de tels propos, non pas tant parce qu'il lui semblait scolaire et de si mauvais goût, que parce que tant de mysticisme lui paraissait inconciliable avec le mécréant qu'il croyait être, comme si le mysticisme n'était pas la chose du monde la mieux partagée même chez les mécréants. Ce fut la première lézarde, vite oubliée mais point effacée dans leur harmonie. Elle prit alors l'habitude de penser que quand il avait bu, il était frappé d'amnésie, trouvant là prétexte à lui faire la morale. De toute façon, cette première nuit fut le point de départ de ce qui allait être à la fois une montée au paradis et une descente aux enfers pour l'un comme pour l'autre. Il effleura de 3 doigts de sa main droite l'avant-bras inerte d'Élisabeth. Sous le teint de charbon plus dru qu'une nuit tropicale, la peau avait un grain et une fermeté dont la magie retenait sa caresse. Pour la première fois, lui parut-il, il découvrait l'étendue de ses grâces. C'était d'abord sous les cheveux coiffés haut, la nuque en une courbe tendre, comme enfantine, puis le cou gracile et d'une hauteur à laquelle on n'eût pu ajouter ni retrancher. Les pommettes saillantes ainsi que les yeux légèrement bridés étonnaient, en faisant penser à l'Asie. Le front bombé, un buste maigre, des bras longs et fins, encadrant une lourde poitrine, consommaient l'envoûtement de Zam. Sa libération n'était pas pour demain si elle devait jamais advenir. Il la contemplait sans se douter qu'il regretterait bientôt d'avoir gâché ses instants par des préjugés venus d'ailleurs, et qu'il s'en souviendrait alors comme du rare bonheur que le destin lui eût accordé. À part la contemplation d'un beau visage, que pouvait-il y avoir dans ce pays maudit qui pût consoler une âme rêveuse? Il y avait peut-être une femme dans la mort tragique de Maurice Mzilikadzi. Pourquoi pas, après tout? Oui, Mzilikadzi n'était pas vraiment ce que l'on appelle un dissident, encore moins un opposant. Il lui était même arrivé, quoique très discrètement, et en s'entourant d'une sorte d'élégance, de prendre fait et cause pour la dictature, sous couleur de fustiger les fauteurs de désordre et de l'opposition, ainsi qu'il sied à un respectable ecclésiastique. Il vivait très confortablement, disait-on, ayant bénéficié, comme presque tous les notables du pays, de crédits bancaires de complaisance qui n'allaient pas sans la protection au moins secrète du pouvoir, et qu'il n'avait d'ailleurs pas remboursé, pareil à tant d'autres, la dictature usant et abusant de cette technique pour tenir en laisse et museler à peu près tout ce qui comptait dans notre intelligentsia. Mieux encore, c'était un prêtre catholique, et pour cette catégorie de personnes on dit que le suicide est hors de question. Mais qu'en savons-nous vraiment, nous autres? Ne dit-on pas aussi que nos prêtres ne dédaignent pas la bagatelle? Que croire ou ne pas croire? Oui, il y avait peut-être une histoire de femme là-dessous, pourquoi pas? Il doit toujours y avoir une histoire de femme dans la vie d'un homme, a fortiori dans sa disparition, pensait Zam. J'en sais quelque chose. Chercher la femme, n'est-ce pas ce que, dans les romans policiers, on fait dire aux professionnels des enquêtes criminelles?